Et yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bah moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Reverse 1999. La vidéo d'aujourd'hui ne sera pas comme d'habitude. Alors jusqu'à maintenant on s'est intéressé au gameplay du jeu, au côté free to play, etc. etc. Là je vous propose du coup de rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Alors, en commençant Reverse 1999, il faut savoir qu'il y a une bannière débutant qui sera là au début du jeu et qui va vous offrir au terme de maximum 3 multi un personnage 6 étoiles entre Regulus, Eternity et Lilia. Du coup, si vous vous invoquez sur cette bannière-là, peut-être à la première single, peut-être après une multi, peut-être à la 30e, vous aurez obligatoirement soit Regulus, soit Eternity, soit Lilia. Et je vous dis dès maintenant, les trois personnages sont excellents dans ce qu'ils font. Les trois sont vraiment incroyables. Donc si vous voulez partir sur le choix de la waifu, c'est totalement compréhensible parce qu'elles sont vraiment fortes et chacune a sa particularité. Maintenant, pour ceux qui veulent en savoir plus sur les personnages hésitent et qui sont plus dans l'opti ou ont autre chose en tête, bah, je suis là justement pour vous expliquer un peu les petites subtilités de chaque perso pour que justement vous puissiez faire votre choix plus facilement. Du coup, on va commencer directement par Regulus. Regulus, c'est un personnage qui est à la fois support et DPS et qui est un 6 étoiles d'éléments star, c'est-à-dire d'éléments étoiles. C'est un DPS qui fait des dégâts mentaux, alias dégâts magiques dans les autres jeux. Elle est intéressante par rapport à ce qu'elle apporte, parce qu'elle apporte du DPS, elle apporte un certain contrôle sur le Moxie, et du coup c'est intéressant parce que c'est un personnage qui est assez flexible dans ce qu'elle apporte. Son ulti, eh bien, ça fait des dégâts AOE, des dégâts à tous les ennemis, donne un buff d'esquive à tous les alliés. Un buff d'esquive, celui-là va permettre aux alliés d'esquiver une attaque venant des ennemis, mais une seule attaque hormis les ultimates. C'est-à-dire que quand elle fait ça, si c'est un ulti qui vient, le personnage ne pourra pas esquiver. Mais si c'est un S2 ou un S1, le personnage pourra esquiver et ne prendra pas les dégâts. Ça, c'est intéressant à noter. Sur son S1, on a des dégâts mono-cibles. Et ce S1-là n'est là que pour faire des dégâts et uniquement des dégâts. Le S2, lui, est beaucoup plus intéressant parce que non seulement ça attaque deux ennemis, du coup, il y a un aspect multi-cible, ZTE, et du coup, cette attaque-là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'à partir du niveau 2, lorsque Regulus fera un coup critique, bah, ça va retirer du Moxie aux ennemis qui seront attaqués. Imaginons que Regulus soit là, qu'elle fasse une attaque S2 au niveau 2, et bien directement, elle réduit le Moxie des ennemis qu'elle va attaquer si elle fait un coup critique. Et Regulus, vous allez voir qu'elle a une certaine tendance à facilement faire des coups critiques via son kit. Maintenant, après avoir vu les skills, on va essayer d'attaquer les insights. Les insights, c'est des genres de passifs qui sont débloqués en augmentant le niveau du personnage, tout simplement, pas besoin de doublon, rien. Du coup, le insight 1 de Regulus est son insight le plus important, j'ai envie de dire, celui dont elle a le plus besoin. C'est-à-dire que Regulus, son insight 1, ça lui donne un buff qui s'appelle le cœur agité et qui lui donne un buff critique de 50% si elle n'agite pas pendant un tour. C'est-à-dire Regulus, par exemple, imaginons qu'elle commence le combat et au tour 1, elle n'attaque pas, elle ne joue pas. Vous ne déplacez pas sa carte, vous n'utilisez pas ses cartes, vous ne faites rien avec elle. Au tour 2, elle aura immédiatement plus 50% de taux critique sur n'importe quelle attaque qu'elle fera, peu importe si c'est le S1, le S2 ou l'Ultimate. Du coup, c'est extrêmement intéressant parce que ça vous permet, par exemple, sur le S2, de réduire le moxie des ennemis ou sur le S1, justement, sur l'ulti, de faire énormément de dégâts. Ça, c'est intéressant à noter. Sur son I2 maintenant, son Insight 2, elle gagne un buff critique de 15% dès le début du combat, et ce jusqu'à la fin du combat. Donc, imaginons que vous ayez une Regulus I2, bah, directement, en fait, si vous ne jouez pas au tour 1, au tour 2, peu importe les psycubes que vous allez lui donner, les buffs crits des autres personnages, etc., etc., Regulus aura directement de base un buff critique de 65% sur la prochaine attaque qu'elle va faire. C'est incroyable. C'est faramineux. Donc, c'est vraiment intéressant par rapport à ça. Il faut vraiment essayer de bien jouer ses cartes, de bien la jouer pour faire un maximum de dégâts. Et son I3, qu'est-ce que c'est? Son I3,
c'est qu'elle gagne un Moxie à chaque fois qu'elle perd le buff de son I1. C'est-à-dire, elle commence le jeu, elle a son buff I1 parce qu'elle n'a pas joué au premier tour. Du coup, elle a le buff sur son tour 2. Au tour 2, elle joue maintenant. Et après avoir joué et fait son crit, bah, elle va perdre le buff. Et il faudra alors ne pas jouer pendant un tour encore avec elle pour qu'elle regagne ce buff. Mais lorsque vous faites cette attaque-là au tour 2 par exemple et que vous perdez le buff, bah directement son I3 lui permet de gagner un Moxie. Et le Moxie, on a vu la dernière fois, c'est ce qui permet de déclencher des ultimates quand tu as 5 Moxie. Donc c'est extrêmement intéressant parce que de plus, ça lui donne un aspect de burst DPS en plus de DPS normal et de support. Donc c'est un personnage extrêmement versatile. Mais ce qu'il faut noter surtout, c'est que dans le kit de Regulus, elle a ce bonus, ce gain, qui fait que quand elle a un excès de taux critique, cet excès-là devient du dégât critique. C'est-à-dire que si vous avez déjà 50% de taux critique avec Regulus et que vous ayez un buff, je ne sais pas, par rapport à des personnages, etc., qui lui donne 60%, ça fait 110%. Du coup, Regulus aura ce 110% de crit, mais du coup, les 10% de crit en surplus deviendront du dégât critique. Donc, elle aura 10% de dégâts critiques en plus. C'est intéressant à noter, du coup, parce que ça augmente encore plus les dégâts qu'elle va faire. Maintenant, après avoir vu le kit de Regulus, bah, on va essayer de s'intéresser au plus et au bon, enfin, au bon et au mauvais côté du personnage. Bah, du coup, le personnage Regulus, c'est un personnage déjà, comme je l'ai dit, qui est versatile, qui apporte beaucoup de dégâts. Et du coup, qui est très facile à utiliser parce que Regulus, elle débloque son potentiel dès le Insight 1. Du coup, elle est très rapide à atteindre son potentiel. Du coup, ce qui fait que c'est un personnage qui est très très bon, autant en début de jeu qu'en fin de jeu. Elle a de très bons dégâts, elle est libre niveau composition parce qu'elle peut aller avec énormément de personnes. Elle est vraiment très forte dans pas mal d'équipes, avec pas mal de personnages. C'est très bon. Et surtout, la plus grande particularité de Regulus, c'est qu'elle n'est pas gourmande en AP. Regulus, c'est un personnage qui n'utilise pas beaucoup de cartes, d'emplacement de cartes. C'est-à-dire que l'AP, c'est le nombre de cartes que vous pouvez utiliser durant un tour. Si vous avez 3 personnages, vous pourrez jouer 3 cartes durant ce tour. Si vous avez 4 personnages, vous pouvez jouer 4 personnages durant ce tour. Du coup, Regulus, vu qu'elle fait un tour à chaque fois sans utiliser ses cartes, ça permet aux autres personnages de pouvoir jouer et du coup, elle ne demande pas beaucoup d'emplacement de cartes, elle ne demande pas beaucoup de jeux pour un maximum d'apport dans l'équipe. Et ça, c'est extrêmement intéressant. D'autant plus qu'elle marche très bien avec les personnages free-to-play qu'on a dès le début, comme Soneto, qu'on donne, Leilani, DK. Elle marche extrêmement bien avec chacun d'eux. Du coup, il n'y a vraiment pas à s'en faire. C'est un excellent choix. Alors, après ça, maintenant, on s'attaque à Eternity. Eternity, c'est le choix du cœur, c'est le choix que beaucoup de personnes font parce qu'ils aiment son design. Mais plus que le design, Eternity, c'est également un DPS qui a une certaine survie, mais qui apporte également du debuff. Du coup, c'est un 6 étoiles minéral, d'éléments minéral, et qui fait des dégâts réels, des dégâts physiques. L'ultimate d'Eternity fait des dégâts AOE, et justement sur cette attaque-là, elle a un bonus de vampirisme de 50%. C'est-à-dire uniquement sur l'ultimate. Quand elle fait l'ultimate, 50% des dégâts qu'elle va faire est converti en heal. Et c'est intéressant parce que vous allez remarquer que dans le kit d'Eternity, elle sacrifie des PV sur son S1 et son S2 pour augmenter ses dégâts, pour faire des dégâts. Du coup, cette ulti qui lui donne des PV en fonction des dégâts qu'elle fait est vraiment intéressant. Son S1 est un debuff qui va lui faire sacrifier des PV pour justement attaquer un ennemi. Et cette attaque-là, justement, ça pose le debuff de soin, de heal, qui va empêcher la cible qui a été attaquée, parce que c'est une attaque mono-cible, qui va empêcher la cible qui a été attaquée de se soigner. Ça, c'est le S1. Le S2, par contre, n'est pas un debuff, mais c'est une attaque. Et du coup, cette attaque-là est intéressante parce qu'elle va sacrifier des PV pour attaquer 2 ennemis. Du coup, c'est une attaque ZTE. Ça, c'est intéressant à noter. En allant maintenant vers les insides, on remarque que la I1 d'Eternity lui donne non seulement de l'immunité au statut, elle gagne également un buff de dégâts sur le temps. C'est-à-dire qu'à chaque tour qui passera, Eternity gagnera 3% de dégâts et 3% de vampire.
Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que c'est stackable 5 fois. C'est-à-dire que plus le combat va durer, plus Eternity fera de dégâts et plus elle se soignera en fonction des dégâts qu'elle fait. Donc, imaginons qu'elle sacrifie des points de vie sur son S1, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bah, du coup, c'est intéressant parce qu'à partir de là, elle sacrifie 10% de ses HP. Mais en contrepartie, bah, si vous atteignez le cinquième stack, bah, vous avez 15% de vampire. Du coup, si elle fait énormément de dégâts, bah, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va regagner plus de PV qu'elle n'en perd finalement. Et du coup, c'est extrêmement intéressant parce que ses dégâts ne diminuent pas, mais du coup, son soin augmente. Sur le I2 maintenant, vous avez un bonus de dégâts de 8% dès que vous entrez en combat, et ce jusqu'à la fin du combat. Sur le I3, quand elle est full passif sur le I1, c'est-à-dire que vous avez les 5 stacks du I1 après 5 tours, elle gagne directement 25% de dégâts en plus, mais également 25% de vampirisme. Et en plus de ça, elle gagne une immunité à la baisse de stats. Et ce passif, ce buff-là, est indispellable. Du coup, on ne peut pas l'enlever. On ne peut pas lui retirer ce buff-là. Et ça, c'est vraiment très, 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 très fort. Du coup, c'est un DPS qui gagne du dégât sur le temps, qui est assez conséquent en termes de dégâts, mais qui n'est pas orienté crit non plus, comme le sont Regulus et Lilia. Donc, il va quand même falloir maximiser son attaque, maximiser un peu ce qui se passe autour d'elle dans la gestion de ses cartes. Mais Eternity est un personnage qui débloque quand même rapidement son potentiel depuis l'I1, mais en plus qui fait de très très bons dégâts qui augmentent sur le temps. Elle est également libre niveau composition parce qu'elle est très flexible dans sa composition. Elle va vraiment partout sans problème. Et du coup, ce qui est bien, c'est que voilà, c'est par rapport à ça. Et son I3 bah, lui donne un potentiel supplémentaire. Même si ce n'est pas vraiment obligatoire. Mais ça lui donne quand même un potentiel non négligeable qu'il faut aller chercher. Maintenant, par rapport à ça, est quand même embêtant sur elle, ça reste le fait qu'elle perde des HP. Et en combat, au début du jeu, ce n'est pas vraiment quelque chose d'embêtant, mais quand vous arrivez en fin de jeu, ça devient très très dur d'arriver à gérer justement ce fait qu'elle perde des HP, surtout contre les boss. Du coup, il faudra obligatoirement amener un healer, un shielder ou un tank avec elle. Ça, c'est vraiment l'impératif sur Eternity. Maintenant qu'on a vu Eternity, bah du coup, on va aller sur un personnage, Lilia. Alors, côté design, je ne vous cache pas que Lilia est sans doute ma préférée des trois. J'aime beaucoup son design, mais encore une fois, plus que le design, il y a une certaine subtilité cachée derrière ce personnage. Lilia est un burst DPS 6 étoiles d'éléments star comme Regulus dans l'élément. Elle fait des dégâts réels, c'est-à-dire des dégâts physiques. Sur son ultimate, elle fait une mono-attaque avec du vampire, c'est-à-dire qu'elle se soigne en fonction des dégâts qu'elle va faire. Si cette attaque résulte d'un coup critique, si elle fait son ulti, qu'elle fait un coup critique, elle gagne des PV par rapport aux dégâts qu'elle inflige. Ça, c'est intéressant à noter. Sur son S1, on est toujours sur du mono-cible, mais justement, elle fait un coup supplémentaire si cette attaque devient un coup critique. Donc, vous l'aurez remarqué, Lilia est un personnage qui se base beaucoup sur le coup critique. Beaucoup de ses sorts enfin, dans son kit, elle est blindée de conditions par rapport au crit. Donc, si elle fait un coup critique, elle fait une attaque supplémentaire qui va également pouvoir crit. Donc voilà, c'est très très intéressant parce que du coup, on est sur un multiplicateur vraiment très 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 élevé sur ce S1, surtout si vous l'avez niveau 2 ou 3. Donc sur son S2, on est là maintenant sur une attaque ZTE, une attaque multi-cible qui va toucher deux ennemis. Et à part ça, il n'y a pas énormément à dire sur ce sort, sauf que ça fait des dégâts quand même. Sur son I1, son Insight 1, on est sur un buff critique après qu'elle ait fait son ultime. Dès qu'elle va faire son ultime, elle gagne directement 20% de taux critique. Sur son Insight 2, on a un buff de taux critique de 10% dès qu'elle rentre en combat, et ce jusqu'à la fin du combat. Sur son Insight 3, on a un bonus de taux critique de 100% sur le Psycube, de taux critique de base de 100% sur le Psycube qu'on va lui mettre.
Du coup, c'est extrêmement intéressant. C'est même la partie, son inside le plus important. Du coup, par rapport aux pros et aux cons de cette Lilia, il faut savoir que Lilia, des trois, c'est celle qui fait le plus de dégâts. C'est celle qui apporte le plus de dégâts bruts. Et d'ailleurs, elle est facile à jouer, elle est très facile à jouer. Sauf que ce qui est malheureusement un problème avec elle, c'est qu'elle est extrêmement gourmande en AP. Lilia, elle veut jouer. Lilia, elle veut énormément jouer. Parce que son buff crit sur son ulti, on veut l'avoir le plus souvent possible. Donc on va essayer de spammer ses cartes pour qu'elle ait son ulti le plus souvent possible. Ce qui fait qu'on n'a pas forcément toujours l'occasion de jouer les cartes des autres personnages pour buffer par exemple, ou pour shielder, pour soigner, etc., etc., etc. Parce que si on fait ça, on perd des dégâts avec Lilia, ce qui n'est pas forcément ce qu'on recherche. Du coup, c'est très compliqué par rapport à ça, mais également, ce qu'il faut savoir avec elle, c'est qu'elle a besoin de son Insight 2 en plus. Donc, non seulement elle est très gourmande en AP, mais elle a également besoin de son Insight 2 pour avoir le buff critique de 10% qui n'est pas du tout négligeable. Mais surtout, le plus gros point négatif de Lilia, eh bien, c'est qu'elle a besoin d'une team qui tourne autour d'elle. Pour ceux qui sont familiers de jeux comme Genshin Impact, etc., c'est ce qu'on appelle un DPS hyper carry, qui a besoin d'une team hyper carry, c'est-à-dire d'autres personnages centrés sur elle qui vont tout faire pour que elle brille. Donc du coup, dans cette optique-là, elle est assez niche parce que elle a besoin de gens qui vont la mettre en valeur. Elle a besoin d'une team qui est là pour elle. Et forcément, c'est pas forcément le plus attrayant non plus dans son kit. Du coup, elle est beaucoup moins flexible que une Regulus ou une Eternity. Donc, je reviens une dernière fois sur le fait que c'est certes celle qui fait le plus de dégâts des trois, mais est-ce que forcément c'est celle qu'on va vouloir jouer en début de jeu? Je ne sais pas vraiment, parce que arriver à trouver la bonne valeur d'autocritique avec elle au début, pour arriver à jongler sur ça, etc., pour lui permettre de faire des dégâts, pour l'orientation de l'équipe autour d'elle, etc., etc., je ne sais pas vraiment si c'est ce qu'on va vouloir en début de jeu. Donc, si vous souhaitez un personnage qui va vous carrer le endgame en prévention, Lilia est certainement le personnage qu'il faut aller chercher. Par contre, si vous voulez un personnage qui va autant être fort en début de jeu qu'en fin de jeu et qui atteint facilement son plein potentiel, je pense que ce serait quand même plus intéressant d'aller chercher Regulus ou Eternity. Surtout Regulus qui est vraiment qui a une base qui se suit. C'est pas un personnage qui, ah, mais il est mauvais sur un combat, mauvais sur un autre, il est bon à ce tour-là, mais il peut pas. C'est un personnage qui est très stable niveau de dégâts, qui est très stable niveau apport. Et Eternity, c'est pareil dans tout ce qu'elle apporte également. Lilia, elle est vraiment là uniquement pour les dégâts. Elle le fait extrêmement bien, mais elle n'est là que pour ça. Donc, c'est également intéressant de voir un peu tout ça. Et du coup, par rapport à ça, bah, je pense que vous avez tous les outils en main maintenant pour arriver à faire votre choix. Je suis désolé si j'ai beaucoup trop parlé, mais je voulais vraiment insister sur toutes les subtilités des personnages pour que vous puissiez faire le meilleur choix selon ce dont vous avez envie. Donc voilà, c'était une courte vidéo pour expliquer un peu par rapport à ces trois personnages-là. Mais bien sûr, ne vous inquiétez pas, il y aura des guides, il y aura un guide détaillé par rapport à chaque personnage. Le build que je propose, les teams possibles, etc., etc., les options de Psycube et vraiment tout, des kits détaillés sur chacun des personnages, comme je l'avais dit, et ces trois-là y compris. Donc, restez à l'affût. Un petit like si vous avez aimé la vidéo ou si ça vous a aidé. Le petit tabou pour le référencement. Et je vous dis tchuss!